On a une dizaine de chefs d'État qui sont annoncés. On a un sous-secrétaire d'État, un vice-ministre américain qui vient. Il y a toutes les représentations diplomatiques. En fait, demain, Alassane Ouattara aussi consacre la reconnaissance de toute la communauté internationale. Et avoir une dizaine de chefs d'État, ça va même au-delà d'une reconnaissance. Ça va au-delà d'un simple statut de chef d'État de Côte d'Ivoire. Je pense qu'avec le temps, puisque aujourd'hui, il va faire partie sans doute des doyens en âge, mais aussi en expérience à la tête d'un pays africain, Alassane Ouattara devient une figure africaine, devient quelqu'un que beaucoup de chefs d'État vont consulter. C'est vrai que la position de la Côte d'Ivoire fait que traditionnellement, nos chefs d'État sont consultés, mais à cela, à côté de la puissance économique que va représenter la Côte d'Ivoire, on a l'expérience d'un président, expérience en gestion, expérience en performance, expérience en âge qui est consacrée demain par cette forte présence-là. Et ça me rappelle, puisqu'aujourd'hui on est le 7 décembre, et le 7 décembre, ça rappelle quand même Félix Houphouët-Boigny, qui nous a quittés le 7 décembre 1993. Moi, en tant que fouettiste, je suis très touché par cette date. Et je pense qu'il avait dit, l'une de ses grandes phrases, la Côte d'Ivoire n'a que des amis, elle n'a pas d'ennemis. On va le revoir demain, ce statut diplomatique important de la Côte d'Ivoire, ce statut diplomatique ouvert de la Côte d'Ivoire et l'importance d'une figure qui est Alassane Ouattara, qui s'ancre de plus en plus dans l'univers africain, dans l'univers diplomatique africain et dans l'univers des chefs d'État africains. Je pense que là, sur ce mandat, il prend encore une carrure internationale, il prend encore une tournure africaine plus importante qui va se matérialiser demain par la forte présence étrangère à son investissement. Avec notamment un balai diplomatique annoncé, avec notamment la présence de Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, le président de la Guinée équatoriale, Obiang, le président notamment du Gabon, qui est censé arriver aujourd'hui, qui est censé être arrivé aujourd'hui à Abidjan. Talon viendra comment Talon, il viendra ou pas? Sait-on jamais, on ne sait pas encore, vu la situation au Bénin, s'il n'est pas présent, on comprendrait. Également d'autres chefs d'État, le président de la Gambie qui est annoncé, qui est attendu, et vraiment, en tout cas, une dizaine de chefs d'État qui sont attendus. Ouais, ce qu'il a dit à Gaël, c'est intéressant, ça nous pose, selon moi, la question de l'autonomie des institutions, séparation des pouvoirs, mais autonomie des institutions, notamment du Conseil constitutionnel, mais aussi, ça renvoie à quelque chose. Le président de la République est, dit-on, détenteur exclusif de tous les pouvoirs, mais sauf celui de se proclamer lui-même élu, et le peuple qui l'élit, celui de s'investir lui-même, et raison de plus, vous avez dit, on en parlera, de dénoncer les putschs, de dire non au coup d'État. Même un président légitime, il n'a pas le pouvoir de se proclamer président et vainqueur. Il est investi. Il est proclamé par le Conseil constitutionnel après l'élection par le peuple. Et lorsqu'on a des gens qui balayent tout cela, qui suspendent la Constitution, les constitutions, et puis qui trouvent des moyens de rétablir ces mêmes constitutions suspendues pour venir prêter serment et se faire investir, on ne peut que être révolté, on ne peut que dénoncer cela quand on a l'occasion, comme peut-être on le fera à nouveau tout à l'heure. Très bien, mais si on va parler maintenant des enjeux du quinquennat, sinon on n'y arrivera pas. Le président Alassane Ouattara ouvre un nouveau mandat de 5 ans à la tête du pays, un quinquennat qui s'annonce dense avec des priorités politiques, économiques, sociales et sécuritaires. Quels seront les grands chantiers de la période 2025-2030? Quelques éléments de réponse dans ce sujet de Pierre Di-Pomelin. Ensuite, vous vous prononcerez, messieurs. Le premier enjeu auquel les uns et les autres, sur lequel les uns et les autres se posent des questions, c'est notamment la composition du futur gouvernement. Ça, c'est un enjeu très important, évoqué même tout à l'heure. Est-ce qu'on a des prémices de ce quinquennat au lendemain de la prestation de serment, au lendemain certainement des élections législatives? Ouais. Oui, docteur Adjelou? Bon, moi... Adjelou, il ne faut pas voir un futur proche, hein. On parle des enjeux du quinquennat. Bon, moi, avant de revenir sur ça, je voudrais d'abord dire ici que le pouvoir, en vérité, le pouvoir appartient au peuple. Parce qu'on a l'impression que le pouvoir appartient exclusivement au président de la République. Non, le pouvoir appartient au peuple. Et on part du principe que le pouvoir est dangereux, raison pour laquelle on ne confie pas le pouvoir à un seul individu. On ne met pas le pouvoir dans les mains d'un seul individu, d'où le principe de la séparation des pouvoirs. Seulement que lorsqu'il n'est pas appliqué, on remarque un certain déséquilibre des pouvoirs au profit de l'exécutif. En fait, je pense que c'est ce qu'il est en train de dénoncer. Mais lorsqu'il est bien appliqué, dans les démocraties libérales, lorsque c'est bien appliqué, voilà, je pense qu'il n'y a pas de problème, comme on constate. Je faisais juste une précision. D'accord. D'accord. Okay. Au moins, c'est dit.
Ouais. Maintenant, les enjeux du quinquennat. Pour moi, le premier enjeu aujourd'hui, c'est vraiment le renforcement de l'état de droit. C'est vraiment important parce que si les fondamentaux de l'état de droit ne sont pas solides, je pense qu'on ne peut rien bâtir. Donc, c'est continuer à renforcer l'état de droit, renforcer nos institutions, la solidité de nos institutions, avec cette crise préélectorale qu'on a essayé d'imposer à la Côte d'Ivoire, on a constaté vraiment la solidité de nos institutions. Et puis, l'état de droit sera vraiment consacré, je pense qu'on n'aura plus les problèmes qu'on a avant les élections, etc., etc. Donc ça, vraiment, c'est le premier enjeu pour moi. Et puis également la cohésion sociale qui va de pair avec le renforcement de l'état de droit. Ensuite, pour moi, c'est vraiment les questions de sécurité. Les questions de sécurité. Ensuite, les questions de jeunesse. La jeunesse, puisque le président a parlé de cette transition générationnelle-là. Donc la jeunesse sera vraiment au cœur du prochain quinquennat. Et puis, bien évidemment, les questions économiques. Voilà. Je pense que ça a été même l'une des raisons pour lesquelles le président a accepté l'appel de ses militants à remplir les questions économiques, surtout avec les turbulences qu'on a dans la sous-région et puis la conjoncture également internationale qui n'a pas favorisé un peu les questions économiques. Alors, je précise que dans cette deuxième partie, on va parler des enjeux politiques du quinquennat. Et puis, dans la troisième et dernière partie, on va parler des attentes générales du peuple. Et le regard, évidemment, au niveau national et à l'international. Docteur Banga, les enjeux pour vous? Tu avais posé une question. Vous n'étiez pas visiblement d'accord avec l'idée que la recomposition de la future... la composition de la future équipe gouvernementale soit un enjeu important. Non, pas que c'est un enjeu. Naturellement, qui va nous gouverner, qui va aider le président de la République dans sa tâche. Je disais juste qu'à mon avis, normalement, on doit s'entendre à ce que le président, dès qu'il prête serment, nomme vice-président, premier ministre, gouvernement. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il va laisser faire jusqu'aux législatives et que les résultats des législatives, les performances des uns et des autres seront déterminantes pour la suite. En disant, n'oublions pas qu'il a déjà fixé un peu le cadre. Il a dit transition générationnelle. Donc, je pense que l'idée, ça sera de mettre en avant de nouveaux visages, de nouveaux jeunes. Parce que, quand même, de façon générale, ce mandat, puisque je parle d'enjeu, les Américains disent que le dernier mandat, c'est le mandat pour l'histoire. Moi, je pense que là, Alassane Ouattara, plus que jamais, est face à l'histoire. Puisque ça sera son dernier mandat, il n'aura pas forcément la nécessité de se faire réélire, mais il aura la nécessité de laisser un héritage solide. Et cet héritage solide, pour moi, passe pour lui d'abord par, comme il a dit, une grande nation, une nation solide. Nation solide par la cohésion sociale. Tu sais, Ali, je vous invite à faire un reportage sur un village que j'adore dans la commune d'Aboisseau, qui est Bakro. Parce que ce village, on est en pays Ani. Mais le chef central, il est Baoulé. Et les trois principaux chefs sont Baoulé, Malinké et Atié. Donc vous êtes dans le sans-vie avec un village où vous retrouvez des communautés qui sont en quelque sorte, comme je dis, appropriées ce village-là. C'est la Côte d'Ivoire qu'on veut. C'est la Côte d'Ivoire, justement, mon ami Nguessan Innocent qui est à Bakro, mon ami Yobou qui est à Atié, se retrouvent chez eux plus que chez des amis, en fait. D'accord, ramenez-moi au sujet. Et donc ça, mais c'est le sujet. Oui, mais en fait, je vous perds. Comment renforcer cette cohésion, pour moi, c'est la première des choses. D'accord. Dans l'enjeu de ce que Alassane Ouattara doit laisser comme nation solide. Une nation solide dans une sous-région dans laquelle la sécurité est menacée. Et ça, c'est l'enjeu sécuritaire qui est un enjeu très important pour moi. Et enfin, même si on y reviendra, il y a toutes ces questions économiques. Mais aujourd'hui, Alassane Ouattara doit plus que marquer l'histoire en laissant une Côte d'Ivoire solide, une grande nation solide. Et ça doit l'omnibuler pour les 5 années qui doivent venir.